Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Avant de débuter cet épisode, Déborah et moi, on voulait vous remercier de vos écoutes, de vos partages et de vos retours. C'est très important pour nous de continuer ce projet et c'est grâce à votre soutien qu'on a envie de le faire. Ça nous fait chaud au cœur de voir que ça a un impact autour de nous. Donc n'hésitez pas à continuer à le partager et à en parler autour de vous parce que c'est tout le but de ce podcast, c'est de pouvoir communiquer et déconstruire les clichés ensemble. Du coup, encore un grand merci à vous et on espère que ce prochain épisode vous plaira. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux idées reçues sur le TDAH parce qu'il y en a beaucoup et elles ont un vrai impact sur les personnes concernées. Pour nous aider à déconstruire les clichés et mieux comprendre le TDAH, on a la chance d'accueillir Christelle Bourguignon. Tu es neuropsychologue au RFSM et tu travailles avec des personnes de tous les âges, petits-enfants, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer à ce podcast. Merci à vous, Solène et Déborah, pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais juste nous dire, quand on parle de TDAH, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en gros, en fait, qu'est-ce que ça représente? Alors, en fait, le TDAH, il a plusieurs dimensions et plusieurs présentations. Il en a 3. Donc, la présentation inattentive, donc, comme son nom l'indique, des difficultés vraiment d'attention. Il y a la présentation hyperactive seule aussi, où là, on n'aurait principalement que des symptômes d'hyperactivité. Et puis, la présentation combinée, inattention et hyperactivité, où là, on a besoin des symptômes dans les deux domaines. Après, même si on a une présentation inattentive, ça ne veut pas dire qu'on a 0 symptôme d'hyperactivité. Ça veut plutôt dire qu'il y a tous les symptômes requis, le nombre de symptômes requis n'est pas complet dans l'autre domaine. Et puis, par rapport à ça, il y a un peu ce cliché aussi de dire, mais en fait, c'est pas vraiment un TDAH, mais c'est souvent un manque de volonté ou de discipline, ou que c'est des personnes qui seraient paresseuses. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas de ça qu'on parle et puis qu'est-ce qui joue réellement en fait? Alors en fait, le TDAH, de par son nom, on a un trouble du dysfonctionnement de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc du coup, on parle de personnes qui ont vraiment des troubles au niveau de l'attention et aussi au niveau des fonctions exécutives. C'est pas que les personnes n'ont pas de capacité attentionnelle, mais c'est plutôt, on dira, une dysrégulation au niveau de l'attention. Elles ne font pas exprès d'oublier ou de reporter, de remettre à plus tard. C'est vraiment qu'il peut arriver qu'elles fassent quelque chose et puis elles sont aussi très distractibles, donc il peut se passer quelque chose entre deux et puis qu'elles perdent le fil de la tâche. Donc c'est pas que c'est un manque de volonté de se concentrer ou d'être un peu paresseux. Donc ça, c'est un peu ce qui est Mhm. perçu de l'extérieur, mais en fait, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc les personnes ne font pas exprès quand elles ont reçu un diagnostic et qui a été bien posé. C'est vraiment au niveau cérébral où on a des dysfonctionnements. Et puis, du coup, c'est pas un manque de volonté ou c'est pas le fait d'être paresseux, mais c'est vraiment, ça va au-delà de ça. Tu as parlé des fonctions exécutives. Est-ce que peut-être tu pourrais expliquer ce que c'est que ces fonctions exécutives? Les fonctions exécutives, en fait, c'est les fonctions de haut niveau de l'être humain, principalement localisées dans le cortex préfrontal au niveau anatomique. Et puis, ça nous permet, en fait, de pouvoir anticiper une action, planifier, être flexible, répondre ou réagir en cas d'imprévu ou de changement de plan. Et ben, les personnes qui ont un TDAH, ces fonctions-là sont un peu plus fragiles. Et puis, c'est pour ça qu'aussi, au niveau, très concrètement, qu'on peut avoir plus de difficultés à planifier, d'organiser peut-être 2 rendez-vous à la fois ou 2 rendez-vous un petit peu trop serrés dans l'agenda. Il y a aussi l'inhibition
dans ses fonctions? Oui, tout à fait. L'inhibition, c'est presque le plus important d'ailleurs dans le TDAH. C'est la capacité à pouvoir retenir une réponse prédominante. Donc peut-être avec un exemple, une personne qui couperait souvent la parole parce qu'elle aurait de la peine à attendre son tour dans les tours de parole ou à attendre son tour tout court dans d'autres situations. Donc ça, c'est une inhibition qui serait plus comportementale. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des fonctions un peu de la vie de tous les jours et qui arrivent un peu tout le temps et Mhm. qui semblent être un peu de... Justement, ben, on parlait de bonne volonté, de paresse. Ben, on peut croire que c'est juste par manque d'intérêt pour les autres qu'on coupe la parole, mais en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est vraiment une différence au niveau du cerveau qui empêche de pouvoir bien utiliser ces capacités-là, finalement. Oui, c'est vraiment lié et puis il y a la difficulté à devoir attendre, les personnes qui ont un TDAH, en fait, il y a un dysfonctionnement au niveau, en fait, dopaminergique dans le cerveau. Donc c'est le système de récompense et une personne qui a un TDAH, la dopamine a un taux beaucoup plus faible, donc on va être en quête, en fait, de récompense immédiate et puis c'est pour ça qu'il faut que les choses aillent très vite et que la récompense soit le plus rapide possible et qu'on a la difficulté, par exemple, à attendre son tour, il faut faire de suite en fait. Et puis, par rapport à ça, il y a un peu ce cliché aussi de dire, mais tout le monde est un peu distrait par moment, où tout le monde peut avoir de la peine à attendre son tour, comme ça. C'est quoi qui fait la différence, du coup, entre un TDAH et un comportement neurotypique? C'est là que peut-être les spécialistes aussi entrent un petit peu en jeu. Il y a bien sûr tout ce qui est dans la norme, donc il faut faire la part des choses entre ce qui est normal. Ben, si je prends pour un enfant, hein, c'est normal de courir, c'est normal de ne pas pouvoir se concentrer pendant 1 heure de temps à 7, 8 ans. Donc voilà, il faut aussi faire la part des choses et puis voir s'il y a des difficultés d'attention, quel est le retentissement qui est là derrière. Est-ce qu'il y a un impact vraiment au niveau fonctionnel? Est-ce qu'il y a un impact à l'école? Est-ce qu'il y a un impact à la maison? Est-ce qu'il y a un impact dans les activités qu'ils pratiquent? Et puis, c'est de surtout aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les troubles attentionnels. Quelle est l'étiologie? Parce que les troubles attentionnels, ils sont dans la plupart des troubles psychiatriques. Donc, c'est vraiment le but pour le spécialiste ou le professionnel qui va essayer de comprendre pourquoi il y a des troubles d'attention, c'est ce qu'il y a dessous, caché derrière le trouble attentionnel. Est-ce que c'est une origine neurodéveloppementale comme le TDAH? Ou est-ce qu'il y a une autre origine qui serait peut-être contextuelle, environnementale, un déménagement, un divorce, situation familiale qui est instable ou du harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi l'enfant ou l'ado n'arrive pas à mobiliser ses capacités attentionnelles. Donc en fait, il peut y avoir d'autres contextes de vie, d'autres facteurs qui peuvent mener à avoir un comportement qui ressemblerait à un trouble de l'attention. Tout à fait. D'ailleurs, le TDAH, on se base, nous les neuropsychologues, sur le DSM-5 qui est notre bible, notre manuel diagnostique. Et puis dans les critères diagnostiques, il faut déjà pouvoir exclure d'autres pathologies psychiatriques comme le trouble anxieux ou la dépression, où là aussi, en fait, les troubles attentionnels font partie de la symptomatologie. Donc c'est vraiment de comprendre le contexte d'apparition, depuis quand est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de l'attention, ça c'est aussi très important. C'est quelque chose de récent, peut-être on va essayer de comprendre pourquoi ça apparaît maintenant, ou si c'est depuis toujours, on va essayer de comprendre quand c'est que ça arrive aussi. Donc, ce que tu dis, c'est que pour différencier de la normalité, c'est qu'il y a une question d'intensité, de fréquence, de raison et puis d'impact sur le quotidien et que ça peut être dû à d'autres choses et ça peut aussi être en même temps que d'autres troubles, parce qu'on parle souvent de comorbidité aussi. Donc, ça, en fait, ça doit être assez compliqué pour les professionnels de faire la part des choses et puis des fois de pouvoir mettre deux troubles en parallèle finalement qui coexistent en même temps. Oui, en fait, c'est comme dans de nombreux podcasts que vous avez réalisés, c'est plus la règle que l'exception d'avoir des comorbidités. Donc avec le TDAH, c'est vrai qu'il est rarement pur. Quand on fait les évaluations pour les ados, les jeunes adultes, c'est vrai qu'en fait le motif de consultation, il est souvent au niveau des difficultés attentionnelles, mais il est aussi très souvent autour du trouble anxieux ou de la dépression et encore plus souvent en fait chez les filles où c'est plutôt souvent, le TDAH a aussi un peu un profil féminin. Il est moins rapidement détecté, les symptômes sont plus internalisés et on le comprend ou on le voit plus rapidement sous le trouble anxieux ou la dépression. Et des fois, quand on creuse, alors soit c'est concomitant, ou alors soit en fait on comprend
que c'était secondaire à peut-être un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué durant l'enfance. Donc c'est pas si simple que ça en fait, quand, ça peut être les 2, ça peut être un et donc ça élimine l'hypothèse du trouble de l'attention et il faut bien, pouvoir aller creuser un petit peu, ben, qu'est-ce qui s'est passé, depuis le Mhm. début? Et si je comprends bien aussi, tu as insisté sur parfois c'est neurodéveloppemental et parfois ça l'est pas, Mhm. c'est-à-dire que si c'est neurodéveloppemental, c'est depuis la naissance? Voilà, oui, c'est une catégorie de diagnostic où on a besoin en fait d'avoir enfin, les signes apparaissent très clairement durant la petite enfance. Donc là, le professionnel qui va investiguer telle ou telle situation, il va essayer d'aller rechercher les informations aussi dans l'enfance de la personne, surtout si l'évaluation se fait avec un adulte. Donc c'est toujours bien d'avoir dans ces cas-là un proche, un parent ou un autre contact qui puisse attester ou pas des difficultés attentionnelles ou comportementales qu'il y aurait eu durant l'enfance. Donc, durant l'enfance, en tout cas dans le manuel diagnostic, c'est avant 12 ans. Je rebondis sur ce que tu as dit avant par rapport aux filles, comme on est sur le sujet. Il y a effectivement, un autre cliché qui vient, c'est que le TDAH est surtout un trouble qu'on trouve chez les garçons. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est comme ça? C'est pas vraiment faux parce qu'on diagnostique plus chez les garçons que chez les filles. Les symptômes chez les garçons sont plus externalisés. Ils se voient plus. Il y aura potentiellement plus de difficultés comportementales. Donc, des enfants, des garçons agités, qui peinent à tenir en place, qui sont montés sur ressort. Alors que les filles, les symptômes sont plus internalisés. Alors, il peut y avoir de l'agitation comportementale, là, c'est pas du tout exclu. Mais ça peut être beaucoup plus discret, ça peut être le fait de tripoter des petits objets ou ses habits, ou au niveau cognitif, beaucoup plus de pensée, pensée en arborescence, pensée en flux. Et puis ben, ça transparaît beaucoup moins que chez les garçons en fait. Donc c'est l'expression des symptômes, donc ce qu'on voit de l'extérieur qui est différent. Mhm. Et ça amène à une différence dans les taux de diagnostic, en tout cas chez les enfants. En tout cas, à passer à côté pendant plus longtemps, je pense. Ouais. Et puis, ça peut aussi, du coup, amener à avoir des consultations qui sont plus tardives, mais justement sous un autre profil, par exemple anxieux. En fait, essayer de comprendre pourquoi il y a cette anxiété, puis on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose dessous. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que chez les filles, on a plus régulièrement la présentation inattentive qui passe plus inaperçue que la présentation avec hyperactivité. Et je pense que justement avec, toute cette question, bah, on entend quand même de plus en plus parler, le TDAH chez les femmes. On parle beaucoup plus du trouble de l'attention quand même, dans les médias et cetera. Et il y a aussi ce discours qui vient de dire: «Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur? Est-ce qu'on n'est pas en train de surdiagnostiquer tout le monde?» Et tout le monde au final a un TDAH. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est vraiment un trouble à la mode? Est-ce que c'est surdiagnostiqué ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est plutôt bien validé scientifiquement. On sait qu'il y a aussi une forte héritabilité. C'est-à-dire que s'il y a une personne dans la famille qui aurait eu déjà des traits, pas forcément le diagnostic, parce qu'à l'époque, ça se faisait aussi beaucoup moins, il y a beaucoup plus de risques, en fait, que le TDAH soit transmis aux enfants ou à la progéniture. En fait, les estimations de prévalence, elles sont plutôt stables au fil des années, en tout cas chez l'adulte, quand on utilise des méthodologies rigoureuses, en fait. Chez l'enfant, actuellement, on a environ 5% de prévalence et chez l'adulte, entre 2 et 3%. Mais en fait, les récentes méta-analyses, elles n'ont pas montré d'explosion du taux de TDAH. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, le taux de diagnostic a augmenté. Parce qu'on diagnostique plus, on diagnostique probablement mieux, en tout cas quand l'évaluation est faite de manière rigoureuse par des personnes qui connaissent bien le trouble. Donc, on a aussi une meilleure reconnaissance clinique actuellement. La sensibilisation est aussi meilleure. Je parle par exemple dans les écoles ou même avant l'école, quand les enfants ils sont suivis par des pédagogues. Là aussi, l'observation a été améliorée grâce aux formations des gens. Donc, aussi, l'accès aux soins de manière générale fait que les personnes, elles ont plus rapidement accès à ce type d'évaluation qu'à l'époque. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a pas plus de personnes qu'avant, mais il y a Mhm. plus de détection. C'est ça. Et puis aussi, ça me fait penser que avant les exigences étaient aussi moins élevées qu'actuellement. Où je parle par exemple pour une personne qui est à l'université, il y a énormément de procédures à suivre, rien que pour s'inscrire à l'uni ou participer à des cours, réaliser son planning. Alors qu'avant, il y avait beaucoup moins de planning, c'était moins aussi compliqué. Donc les personnes avaient peut-être un TDAH, mais il n'y avait pas de retentissement.
Donc on en revient un petit peu à ça, hein. Il faut qu'il y ait un retentissement qui soit significatif. Finalement, le profil peut être contenu si le contexte, la personne est bienveillant et puis fait que la personne peut continuer à évoluer sans qu'il y ait un handicap. Donc en fait aussi l'augmentation des exigences, que ce Mhm. soit à l'école, dans les études supérieures ou alors au travail, fait aussi que c'est plus dur de vivre avec ce trouble et puis qui passe un Complètement. peu sous le radar Ouais, finalement. exactement, complètement, ouais. Moi, ça me fait penser quand même quand on parle de justement, comment c'est autour de la société, il y a plus de demandes de planification et cetera. Ça me fait aussi un peu penser quand même aux écrans, où on parle beaucoup des écrans et puis on dit: «Ah mais c'est juste parce que les gens sont trop sur les écrans finalement qu'on dit que tout le monde a un trouble de l'attention et que c'est juste, ils peuvent pas se concentrer parce qu'ils ont passé trop de temps, à regarder TikTok», par exemple. Mhm, mhm. Alors, les écrans, c'est vrai que la question se pose souvent, mais surtout dans le trouble du spectre de l'autisme, encore plus que dans le TDAH. Mais l'écran, c'est une récompense immédiate, hein. Donc, c'est une personne qui a un TDAH, ben, l'écran est attirant parce qu'il y a le retour d'image qui est immédiat. Après, c'est sûr que tout est une question aussi de normes. Passer trop de temps sur les écrans, c'est pas bon, mais c'est pas bon pour la concentration, mais c'est pas bon pour le moral non plus. C'est pas bon pour la santé physique. Donc, les écrans ne sont pas la cause d'un TDAH, mais par contre, bah voilà, ça peut participer à exacerber la symptomatologie, les troubles. Toujours un peu avec les écrans, ça fait penser où des fois on dit ah mais il arrive à se concentrer parce qu'il peut rester sur un écran pendant 1 heure et demie, donc il a pas de Mhm. TDAH. Ça vient faire un lien avec quoi selon toi? Du coup, bah, comme je disais, c'est pas que les personnes ont un déficit d'attention, c'est plutôt une dysrégulation attentionnelle. Donc, quand il y a un centre d'intérêt qui est marqué, qu'il y a de la motivation, les personnes avec un TDAH sont hyper performantes. Elles vont être à 300%. Et puis, bah, les jeux vidéo, c'est clair qu'il y a besoin de beaucoup de concentration, il faut être rapide. Et les personnes qui sont motivées et intéressées par exemple, les jeux vidéo, en fait, elles performent hyper bien. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment une dysrégulation de l'attention et un problème de modulation de l'attention plutôt qu'un déficit. Parce que quand la tâche est ennuyeuse, par contre, là, ça va être plus compliqué de mobiliser les ressources. Donc c'est soit trop, soit pas assez, quoi. Ouais, un petit C'est un peu, peu ouais. difficile d'être au milieu. C'est ça. Et puis sur la longueur aussi, parce qu'on sait que voilà, l'attention soutenue, donc l'attention sur le long terme, elle peut être compliquée en absence de récompenses régulières, ce qui maintiendrait l'attention de ces personnes-là. Et d'où les écrans Mm. qui ont beaucoup de récompenses, Mhm. régulières. Exactement, ouais. Tu parles beaucoup du système de récompense et de la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'une personne sans TDAH, elle, même si c'est ennuyeux, elle arrive à se motiver et qu'une personne avec un TDAH, elle arrive moins? Ça fait surtout écho, voilà, à ce déficit en dopamine Mhm. qui a été montré par les études chez les personnes qui ont un TDAH, qui est le déficit en dopamine chez une personne neurotypique. Le niveau de son niveau de dopamine est censé être normal, donc il y a beaucoup moins de difficultés en fait à entrer dans un système de motivation Mhm. qui va faire qu'elle peut mobiliser des ressources qui sont suffisantes dans une tâche qui peut être plus ou moins ennuyeuse et sans récompense immédiate en fait. Donc il y a cet aspect avec la dopamine est un peu plus stable, Mhm. qui fait que quand il y a besoin de se motiver pour une tâche qui est pas forcément avec une récompense à la fin, la personne elle arrive à se dire bon je le fais quand même parce que ça vaut la peine pour X raisons. Alors qu'une personne avec un TDAH, il y a pas Avoir plus de peine, en avoir tout plus de cas. peine en tout Ouais. cas avec comment dire un peu à engendrer ce système de dopamine un peu plus fort. Ouais, plus de risques de procrastination, comme c'est un petit peu connu, puis c'est souvent rapporté par les patients. Par contre, quand il y a des délais, les délais, ça reste une motivation, surtout si c'est des délais importants pour rendre un travail. Donc, les personnes qui ont un TDAH travaillent plutôt efficacement avec un délai court parce qu'elles savent qu'elles doivent avoir terminé avant telle ou telle heure. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en consultation, en tout cas. Et je pensais, parce que du coup, on parle un peu du trouble de l'attention un peu à tous les âges, mais je trouve quelque chose qui est marqué chez les petits enfants, quand ils ont ce profil plutôt hyperactif dont tu parlais tout à l'heure. Il y a quand même une tendance à avoir, malgré tout, l'impression qu'ils sont en train de provoquer, qu'ils sont en train de tester les nerfs des enseignants, des parents, et cetera. Déjà, qu'est-ce que ça fait cette impression-là aux enfants? Qu'est-ce que ça leur, cause comme, conséquence? Mais aussi, qu'est-ce que c'est la réalité de ce qu'ils vivent? Alors, c'est vrai qu'à l'école primaire, on a régulièrement ce profil d'enfant qui tient pas en place, qui est toujours en train de sauter, bouger, embêter les autres enfants.
Et puis, c'est des enfants qui sont souvent réprimandés, qui sont punis, parce que peut-être là, le diagnostic n'est pas posé, donc on ne comprend pas pourquoi il embête. Mais c'est souvent un enfant, du coup, qui manque aussi de temps de pause, parce qu'on stimule beaucoup, on demande aux enfants de suivre le groupe classe. Et puis, ces enfants, ils mériteraient d'avoir des soupapes un peu pour respirer, pour se recentrer. Et puis, de nouveau, être un peu au max au niveau attentionnel, en sachant que la jauge de la concentration, elle baisse au fur et à mesure de la journée. Donc, un enfant va être quand même beaucoup plus concentré en début de journée qu'en milieu d'après-midi. Et puis, là aussi, le paramètre sommeil est important. Donc, il faut aussi préserver le plus possible le sommeil, aller au lit à des heures convenables, même si on sait, enfin, de manière rapportée par les parents, que c'est difficile de mettre au lit les enfants qui ont un TDAH parce qu'ils sont comme pas fatigués le soir. Donc, on suggère aussi de beaucoup les stimuler après l'école, de faire du sport, qu'ils se dépensent, pour que, au moment d'aller au lit, qu'ils soient vraiment fatigués, qu'ils puissent dormir avec une qualité de sommeil qui soit vraiment top pour assumer la journée du lendemain. Et donc avec ce genre de cliché, on loupe un peu le coche, quand on loupe un peu là où il faudrait agir. En se disant, il fait exprès, on loupe tous les besoins qu'il y a derrière. Justement, tu parles de ces moments de pause ou ces moments d'extériorisation, de dépenses. Mhm. Oui, donc là, si on a un peu de chance, on a peut-être quelqu'un qui va peut-être soulever cette suspicion-là, de se demander mais pourquoi est-ce qu'il est autant agité, en tout cas par rapport aux autres enfants peut-être de la classe, et puis ça amènera peut-être à une première consultation chez le pédiatre, chez le médecin, et puis de voir qu'est-ce qui se passe en fait, parce qu'un enfant, comme on a dit tout à l'heure, il peut être agité pour différentes raisons, hein. Peut-être qu'il se passe quelque chose à la maison, peut-être qu'il a des soucis. Donc c'est de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet enfant-là il est agité, pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps le punir, parce que voilà, ça a aussi des conséquences sur l'enfant lui-même, hein, en termes d'estime de soi, de motivation, de se dire ah mais j'essaie de donner mon maximum, puis c'est jamais suffisant. Parce que une personne qui a TDAH, il peut être soit ralenti, parce qu'il a peut-être une présentation inattentive. Donc ça, c'est des personnes qui ont besoin de plus de temps pour faire les choses. À contrario, une personne qui aurait plutôt un profil hyperactif ou à présentation combinée, ils sont un petit peu plus excités. Donc ils font les choses très vite. Mais par contre, il peut y avoir pas mal d'erreurs parce qu'ils n'ont pas le temps de contrôler ou de revenir sur les choses parce que ça prend du temps. Puis c'est un peu ennuyeux. Mm. Je crois que j'entendais, je sais plus dans quel article j'ai lu ça, mais que les enfants avec un TDAH, souvent, ils ont 4 fois plus de commentaires négatifs que la norme, ce qui est quand même hyper triste, quoi. Enfin, comme tu parlais avant, pour l'estime de soi, pour le développement de la confiance en soi et tout ça. Donc, on sait que c'est un trouble qui attire beaucoup, en tout cas, Ouais, ça, c'est les effrayant. réprimandes Ouais, ouais. et les punitions. Ouais, c'est pour ça que voilà, c'est aussi bien que le diagnostic, ce qui permet au-delà d'une prise en charge peut-être médicamenteuse ou d'aménagement, c'est aussi une reconnaissance de ah, je comprends enfin pourquoi je fonctionne comme ça et pourquoi peut-être je me fais tout le temps reprendre, pourquoi j'ai de la peine à terminer à temps. Et puis on peut vraiment prendre ça en charge sous l'angle peut-être de la psychoéducation, hein, qui est en tout cas la prise en charge de premier lieu pour le TDAH notamment. Donc d'expliquer, hein, aux enfants, aux adultes, enfin tout le monde, maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment le TDAH et comment on peut faire pour vivre avec. On parle beaucoup d'enfants, mais toi, tu travailles avec tous les âges. Est-ce que le TDAH, il disparaît avec l'âge? Il ne disparaît pas avec l'âge, c'est là toujours. Par contre, la présentation, elle peut se modifier. Donc, mettons si un diagnostic était posé durant l'enfance, on sait que la présentation, par exemple, hyperactive a tendance à plus ou moins s'effacer avec la maturité, hein. Et puis aussi, grâce aux capacités adaptatives des gens. Je veux dire, ils vont mettre très spontanément en place des stratégies pour pallier les difficultés qu'ils ont. Ça peut être à l'adolescence ou à l'âge adulte, des nombreux rappels sur le téléphone, un agenda qui est peut-être plus performant que celui-là qui est de base. Enfin voilà, beaucoup je pense, de rappels, peut-être qui comptent aussi sur les autres, puis que l'entourage a peut-être aussi compris le fonctionnement et que si une personne ne répond pas au message le jour même, 2 jours après, si bon, on va lui faire une relance parce qu'en fait, je pense qu'il n'a pas fait exprès de ne pas répondre et peut-être oublié. Donc voilà, c'est vraiment aussi ça, c'est les capacités adaptatives qu'ont les gens et puis qui mettent en place avec l'âge et puis avec leur expérience. Donc ça évolue au fil du temps en fonction de comment la personne peut s'adapter à ça, mais est-ce que ça a un coût justement de s'adapter? Est-ce qu'il y a Mm. des risques que ça soit trop d'adaptation? Enfin, comment ça peut encore évoluer?
Le coût, il peut être vraiment là aussi quand il y a peut-être pas eu de diagnostic, puis que c'est des personnes qui s'adaptent sans vraiment s'en rendre compte. Donc là, on peut faire attention, enfin, on peut tomber dans un épuisement, puis justement, c'est des personnes qui peuvent être à risque de burn-out au travail, de faire beaucoup de choses, de prendre beaucoup d'engagement au-delà finalement de peut-être leur capacité. À savoir que voilà, les difficultés d'organisation sont quand même là, donc ça leur demande aussi beaucoup pour faire bien, puis pour parfois être à la hauteur d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est le diagnostic qui permet de prendre en compte et d'éviter aussi l'épuisement, surtout s'il y a un suivi qui est régulier. Et sinon, on demande vraiment aux gens de faire attention aussi à eux, à leur santé, s'ils sont au courant qu'ils ont un TDAH. Donc c'est aussi à ça que ça permet le diagnostic, finalement, de pouvoir, mieux se connaître et mieux connaître ses limites, pour éviter d'avoir tous les troubles dont on parlait avant qui peuvent être, Exactement. concomitants. D'éviter de développer des comorbidités. Et surtout, ce que le diagnostic il permet quand il est posé durant l'enfance ou au début de l'adolescence, c'est que ça permet d'éviter de tomber dans tout ce qui est abus de substance. Surtout s'il y a une médication qui est en place qui va plus ou moins limiter le fait qu'un jeune tombe peut-être dans la drogue, qui consomme de la nicotine ou de l'alcool. Et on sait aussi qu'il y a moins de risques au niveau de la route parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec des personnes TDAH. Enfin, le taux de prévalence est plus élevé, donc là aussi, ça permet de diminuer pas mal de choses. Et donc on a parlé, comment c'était pour les enfants à l'école, qui peut avoir un comportement provocateur, à l'adolescence, le risque d'abus de substances. Comment est-ce que, à l'âge adulte, ça se profile? Parce que j'ai l'impression qu'aussi dans les stéréotypes qu'on avait réfléchi, il y a ce stéréotype de pas pouvoir réussir professionnellement parce qu'on est tellement éparpillé, on est tellement dans tous les sens, justement, en difficulté à planifier, à s'organiser. Et il y a justement un peu cette croyance qu'ils n'arriveront pas à réussir professionnellement. Oui, alors au niveau professionnel, donc peut-être revenir aussi au niveau de la dysfonction exécutive qui est aussi au premier plan dans le TDAH. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être avoir besoin d'un cadre un petit peu plus strict, plus serré pour bien fonctionner, à moins qu'elles aient déjà mis de nombreuses stratégies en place. Mais c'est vrai que chez un jeune qui commencera un apprentissage, de pouvoir avoir des sortes de guidelines bien structurées, bien détaillées, des to-do list avec des étapes, voire des sous-étapes, afin qu'ils puissent bien cocher et pas se perdre. Ça va être très précieux. C'est aussi toute la question d'ailleurs de la gestion du temps qui peut être un petit peu distordue, enfin qui est distordue chez les personnes qui ont un TDAH. Donc la gestion du temps est parfois compliquée. Ils prévoient trop de tâches à faire dans un temps trop restreint. Et puis comme l'attente est détestable, eh ben, dès qu'il y a un petit moment de libre, on pense qu'on peut faire beaucoup de choses alors que parfois le temps passe trop vite et on dépasse le délai. Mais les personnes qui ont un TDAH sont tout à fait aptes à travailler. D'ailleurs, il n'y a pas d'handicap intellectuel qui est comprise dans le diagnostic du TDAH. Ça peut être une comorbidité comme une autre, mais elles fonctionnent tout à fait bien, surtout si elles évoluent dans un métier qu'elles adorent. Alors là, l'engin, elle va être plutôt bien performante. Donc, c'est vraiment un cliché faux de dire qu'elles peuvent pas y arriver ou que ça va être semé d'embûches. Alors totalement. Après, c'est vrai que selon aussi la sévérité du trouble, peut-être qu'il faut être attentif, accompagner, je dirais plutôt les jeunes, qu'une personne adulte qui va plus peut-être savoir quand c'est qu'elle a besoin d'un temps de pause. Les temps de pause vont être importants en fait dans la gestion du travail en fait. Donc prendre des pauses régulièrement et puis éviter de faire deux choses à la fois. Enfin, prioriser aussi, avoir de bonnes stratégies par rapport à ça. Finalement, c'est un peu, j'ai l'impression que le temps de pause, c'est un peu un truc qui revient à chaque moment de vie pour les personnes avec un trouble de l'attention et c'est aussi d'apprendre à se connaître, comme tu disais et puis de pouvoir, faire ces pauses-là. Tu as parlé tout à l'heure des médicaments, quand tu parlais des abus de substances. Comment est-ce que les médicaments, ils peuvent aider? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu cette image des médicaments qui seraient néfastes ou alors après on devient, accro à ces médicaments et qu'en fait, il vaudrait mieux s'en passer. C'est quoi l'avis des professionnels là-dessus et des spécialistes? Alors la médication, elle est recommandée chez en tout cas les enfants ou les adultes qui ont un impact marqué au niveau professionnel ou scolaire. De base, ce qui est recommandé, c'est de toute manière de passer par la psychoéducation avant tout. Et puis après, l'introduction d'une médication, elle se fait par un suivi psychiatrique ou pédopsychiatrique. En tout cas, l'efficacité des médicaments pour le TDAH, elle est très robuste.
En première ligne, on parle de enfin, des stimulants comme le méthylphénidate, où là, les effets sont impressionnants, hein, ça marche dans presque tous les cas. Et puis vraiment, ils vont améliorer l'attention, l'impulsivité, ils vont diminuer aussi l'hyperactivité. Et puis finalement, ils vont avoir un impact assez général sur le bien-être de l'enfant ou à l'adulte, hein, par rapport à ce qu'il peut faire dans la vie quotidienne ou au travail. On a des effets secondaires qui sont connus, mais qui sont plutôt sécures, hein. C'est une baisse d'appétit ou c'est parfois du trouble du sommeil ou des maux de tête, mais ça reste assez rare. Ce que nous, on essaye de dire, alors moi, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il n'y a pas de symptômes de dépendance. C'est-à-dire que si on arrête le médicament, on ne va pas avoir des symptômes de manque, pas besoin de faire un sevrage. Donc ça c'est très important à souligner. Par contre, ce qu'on peut avoir en fait avec du méthylphénidate, c'est une tolérance. C'est-à-dire que si on fait jamais de pause, on peut devoir parfois augmenter un petit peu les doses pour toujours conserver le même effet. Et puis oui, ce qui est finalement important quand on met en place une médication chez les jeunes enfants, c'est comme on a dit avant, en fait, ça va réduire pas mal de risques, hein. Ça va réduire les risques d'abus de substances, ça réduit aussi les risques de danger sur la route, ou peut-être de réduire également les risques de comportements, enfin, les comportements sexuels à risque. Voilà, on va peut-être faire attention chez l'adulte à éviter tout ce qui est amphétamine, surtout quand il y a déjà un trouble d'abus de substances. Donc ce que tu dis, c'est que le médicament, il aide sur plusieurs plans au niveau du TDAH parce qu'il agit sur la dopamine et que du coup, ça vient et aider sur le quotidien et réduire les risques d'impulsivité ou de comportement impulsif du fait de son fonctionnement qui vient réguler ce système. Non, exactement. En fait, il va pouvoir influencer les symptômes et finalement, au-delà de ça, tous les risques qui sont liés en fait à la symptomatologie TDAH. À la recherche de récompense, quoi. Exactement, ouais. Est-ce que généralement c'est un médicament qui est pris à vie ou justement on le prend à certaines périodes cruciales et puis après on peut peut-être arrêter? Il est surtout pris, en tout cas, si je commence par l'enfance, on le propose à un enfant qui commencerait à avoir des difficultés vraiment au niveau des scolaires, au niveau des notes. Les notes baissent et on a un peu de la peine à maintenir le niveau, alors qu'avant c'était possible avec des aménagements. Peut-être que ça suffit plus, donc on pense à une médication. C'est un peu idem chez les jeunes qui sont en apprentissage. Parfois jusqu'à 15-16 ans, ça tenait bien sans médication. Puis d'un coup, on se décide quand même à l'introduire, de par aussi les exigences qui sont demandées dans les différentes formations. Donc c'est vraiment une béquille. On prend le médicament, il fonctionne, on le prend pas, il n'y a pas d'effet. Donc ça, c'est aussi très pratique au niveau de la prise médicamenteuse. Donc le week-end, s'il n'y a pas de grandes exigences ou de devoir réviser pour des examens, on peut fonctionner tout à fait bien sans médicaments. Pareil, pendant les vacances, on essaye toujours en tout cas de dire aux gens, éviter de le prendre quand on peut faire une grande pause, pour éviter aussi cette augmentation de la dose. Donc c'est vraiment une petite béquille qu'on a peut-être pour, bon, toujours avec les conseils d'un ou d'une médecin, mais pour les moments de vie plus difficiles, puis éviter que ça impacte le reste de la vie de la personne, finalement, qu'elle puisse pas faire son CFC, puis qu'après ça impacte tout le reste, mais peut-être temporairement Voilà. cadrer tout ça. Oui, il y a exactement, souvent à l'âge adulte, les personnes ne le prennent plus forcément ou le prennent que dans certaines situations où le niveau de concentration devrait être plutôt important. Donc, ouais. Au niveau du médicament, donc ça, on peut l'avoir une fois qu'on a un diagnostic établi. Mais il y a des personnes qui ont peur de ce diagnostic, que ce soit pris comme une étiquette, en fait, puis que ça renferme la personne. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est vraiment un soulagement. Il y a des fois même une espèce de colère de ne pas avoir eu ça avant. Enfin, ça dépend pas mal des personnes, mais en soi, avoir le diagnostic, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place après? Le diagnostic, oui, c'est une chose, en fait. Ce qui est important, en fait, au-delà du diagnostic, c'est de pouvoir expliquer à la personne qui le reçoit, à ses proches, à sa famille, qu'est-ce qui fait partie de ce diagnostic. Enfin, qu'est-ce que du coup, ça veut dire avoir un TDAH. Puis là, on va essayer de vraiment prendre des exemples très concrets et puis de dire, voilà, du coup, quelles répercussions ça peut avoir sur la personne qui reçoit ce diagnostic-là. Donc c'est pour ça que la psychoéducation, elle est vraiment cruciale quand on pose un diagnostic. Donc c'est vraiment pouvoir expliquer ce qu'est le trouble, qu'est-ce que ça provoque et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter le retentissement. On a une association, d'ailleurs en Suisse romande, c'est la SPEDA, qui est très présente, qui est très réactive et qui peut vraiment orienter les gens qui se poseraient des questions. Il y a une
hotline d'ailleurs, et ils proposent pas mal de formations à tout le monde, aux personnes autant qui ont un TDAH qu'aux proches, aux parents d'enfants TDAH. Il y a aussi, quand on pose un diagnostic chez un enfant, les parents sont aussi en quête de solutions, et il y a des groupes pour l'entraînement des habilités parentales qui peut aussi donner vraiment des pistes très concrètes aux parents et comment gérer un enfant qui aura un TDAH. Donc au-delà d'enfermer et de poser une étiquette, c'est vraiment, ça ouvre tout un pan de compréhension et de stratégies possibles pour aider. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas le voir aussi comme une étiquette qui enferme quelqu'un. Enfin, c'est comme les autres troubles. On peut très bien fonctionner avec un TDAH dans la vie de tous les jours, mais je pense que le but, c'est surtout de pouvoir savoir comment fonctionner avec le TDAH. Et c'est ça que le diagnostic, il permet au-delà de ça. Et puis, oui, à l'école, c'est d'avoir des mesures, ou à l'université aussi, pour finalement pouvoir ensuite travailler dans le métier qu'on désire. Parce que je trouve hyper important ce que tu as dit avant, c'est que le diagnostic, il n'est pas suffisant. De nous dire, ah ben vous avez un TDAH, merci, au revoir. Ça aide pas forcément plus que ça. Non, ça c'est un petit peu la pire des choses qu'on pourrait faire, c'est poser un diagnostic et puis pas Accompagner. pas accompagner, aller de l'avant vraiment avec ça. Enfin, en termes de suivi, on peut vraiment se faire accompagner par des psychologues, des psychothérapeutes, des neuropsychologues si on peut faire du suivi, ou un médecin ou un psychiatre qui peut accompagner dans les troubles du neurodéveloppement. Mais c'est vraiment prendre en charge les troubles et le retentissement. Et puis ça peut même être justement en dehors vraiment de la sphère purement médicale, mais par les associations, hein. Et puis le niveau de formation qu'ils proposent est vraiment excellent. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut en faire quelque chose, en fait, de ce diagnostic. C'est pour permettre de mieux se comprendre, mieux se connaître et puis mettre en place certaines choses pour réussir à réduire l'impact qu'on remarque au moment du diagnostic. Tu as parlé des aménagements. Est-ce que c'est réellement important de pouvoir mettre en place ces aménagements? Parce que parfois, ils sont aussi critiqués de dire: «Ah, mais pourquoi certains enfants auraient des aménagements? Pourquoi est-ce que quelqu'un en CFC aurait des choses?» Alors que, voilà, c'est les exigences, tout le monde répond aux mêmes exigences, il ne faut pas faire de favoritisme. Oui, alors c'est vrai que maintenant, c'est assez en vogue les aménagements, même jusqu'à l'université ou dans les formations supérieures. Ça va permettre justement à une personne qui a un TDAH, mettons, présentation inattentive, hein, qui est un peu lent et puis qui en fait n'arrive jamais à terminer ses exercices, puis ça a été comme ça depuis la primaire. En fait, le but, ça va être de montrer ce dont il est capable par rapport aux autres avec son trouble. Donc, soit on va lui donner plus de temps pour faire la même masse de travail, ou alors franchement, l'idéal, c'est quand même de réduire le volume d'exercice parce que à force de faire chaque fois plus longtemps, la personne va se fatiguer. Donc, il y a plus de risques aussi d'oubli, d'omission. Donc, vraiment, ce qu'on préconise, c'est de réduire le volume d'exercice plutôt que de laisser plus de temps. Après, voilà, c'est pas toujours possible dans les deux sens, mais c'est pas pour faire du favoritisme en aucun cas, mais c'est plutôt pour donner les mêmes chances à tout le monde. Donc c'est pour permettre à la personne d'atteindre ses pleines compétences qu'elle n'arrive pas parce qu'elle a ces troubles d'attention ou d'autres difficultés, distraction, hyperactivité. Voilà, exactement. Comme peut-être la possibilité de passer l'examen avec des PAMIR ou dans une salle à côté si c'est possible pour éviter la distractibilité des autres personnes autour. On entend parfois, j'aime bien l'image, c'est comme si on donnerait pas des lunettes à quelqu'un qui a un problème de vue finalement. C'est pas du favoritisme, c'est juste pour qu'il ait les mêmes chances de lire sa page devant lui. Ah oui, c'est une très bonne analogie, oui. Et quand on parle aussi de ces stratégies, en tout cas, j'entends pas mal de personnes autour de moi qui disent mais ça m'embête parce que j'ai l'impression que c'est moi qui dois m'adapter au monde extérieur et c'est pas le monde qui s'adapte à moi. Du coup, ces stratégies, elles permettraient un peu ça en fait finalement. Qu'il y ait, bien sûr, soi-même, on doit apprendre à se connaître et connaître son fonctionnement et peut-être modifier certaines choses pour pas en subir trop fort les conséquences. Mais du fait de ces aménagements, ça permet aussi de dire il y a une partie de l'extérieur de l'environnement qui s'adapte aussi à ton fonctionnement qui est un peu différent. De manière générale, les personnes qui reçoivent un diagnostic, des troubles, sont constantes en fait d'adaptation par rapport au monde extérieur. Enfin, elles subissent aussi beaucoup, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir donner un semblant d'équivalence par rapport aux autres. Et puis ça, je crois que ça a vraiment un réel impact aussi sur l'estime de soi de ces personnes-là, pour se dire, en fait, j'arrive à ce que j'ai envie de faire, à mes objectifs, parce qu'on me donne la chance de pouvoir le faire comme ça. Donc c'est aussi vraiment une grande reconnaissance pour eux. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as été confronté à d'autres stéréotypes ou clichés que toi-même tu as observés ou que les personnes que tu as accompagnées t'ont
rapporté? Je crois que le plus grand stéréotype qui revient tout le temps, c'est de la part des médecins ou des personnes qui viennent directement consulter, c'est: «J'ai des difficultés attentionnelles, donc j'ai sûrement un TDAH». Donc voilà, c'est pas parce qu'on a des difficultés attentionnelles ou un trouble attentionnel qu'on a un TDAH. Comme, je l'ai dit avant, ça, c'est un symptôme, il est présent dans la plupart des pathologies, mais il n'est pas pathognomonique, en fait, du TDAH. C'est-à-dire, c'est pas un critère discriminant. Donc c'est d'expliquer aux gens que oui, les difficultés attentionnelles, bah, elles sont présentes, c'est une plainte, hein, qui est réelle, mais maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés attentionnelles. Donc, c'est de comprendre les processus sous-jacents aux symptômes qui est rapporté. Donc, de comprendre l'étiologie vraiment. Si je prends peut-être l'image de l'iceberg, enfin, la difficulté attentionnelle, elle est en dehors de l'eau, comme peut-être tout plein d'autres difficultés. Là, c'est les plaintes du patient, c'est en général ce qui se voit. Puis nous, on va essayer de comprendre maintenant ce qu'il y a sous l'eau, donc ce qui est caché, qu'est-ce qui cause ces symptômes-là. Puis ben, il peut y avoir plusieurs choses, hein. Comme on a dit, on a parlé des comorbidités. Il peut y avoir un TDAH, mais il peut y avoir un trouble anxieux associé, par exemple. Donc toi, tu perçois plutôt les stéréotypes inverses. Donc des gens qui sont persuadés de l'avoir pour une unique raison. C'est plus souvent ça, oui. Ok. Ouais. Et comment est-ce parce que tu mentionnais tout à l'heure, comment est-ce que l'extérieur peut s'adapter, finalement aux personnes qui ont un trouble de l'attention? Il y a quelles attitudes est-ce que si on est un proche ou une proche d'une personne avec un trouble de l'attention, quelles attitudes on peut favoriser? Puis comment est-ce qu'on peut permettre à notre proche de se sentir mieux ou je sais pas, à notre élève ou à notre employé, par exemple? Enfin, comment est-ce qu'on peut un petit peu adapter, autour, de ces personnes qui ont un trouble de l'attention? En fait, je crois qu'il faut beaucoup de bienveillance et puis un cadre, un contexte qui est contenant. Parce que si le contexte il est favorable et que la personne évolue dans ce contexte-là, ben, peut-être que justement il aura les troubles, mais que finalement peu de handicap par rapport on va parler plutôt de difficultés que de trop, mais peu de handicap. Alors que si le contexte autour, ben, en tant que proche, en tant que parent, il est plus en difficulté, la personne va en fait développer un handicap. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que si le contexte il est bienveillant, si on fait en sorte que la personne puisse grandir et évoluer à sa manière et qu'on lui apporte vraiment des aides ciblées, en fait, la personne, elle va pas beaucoup ressentir de handicap. Et puis, c'est des fois là que les maîtresses, elles peuvent être très fortes. C'est qu'en fait, il y a un enfant, si ça se trouve, il a le TDAH, mais il n'est pas handicapé. Parce que la maîtresse fait en sorte que finalement, pour lui, ça marche bien. Et puis qu'il suffit qu'il change peut-être de maîtresse l'année d'après, puis qu'il n'y a pas ce cadre-là, pas le même. Et puis que du coup, en fait, c'est la fin du monde parce que ça marchait bien avant et ça marche plus maintenant. Puis ça peut être pareil avec un changement d'employeur qui me faisait peut-être en sorte que ça se passe très bien avec cet employé qui a un TDAH. Et puis que si on a un autre et puis qu'il n'y a rien qui est en place, ben, ça peut vite être compliqué en fait. Donc que l'environnement s'adapte un peu et surtout Mhm. soit dans l'acceptation de ces différences-là. Mhm. Avec les enfants, de pouvoir en discuter, soit avec les professionnels qui entourent l'enfant, soit avec les parents qui ont des stratégies qui fonctionnent. Et puis avec des adultes, ce serait de pouvoir un peu aussi Parce qu'aussi pouvoir en informer et discuter, exactement. psychoéduquer en fait son employeur Mhm. sur la question, puis dire je sais que je fonctionne mieux comme ça, est-ce qu'il y a des adaptations qui sont possibles, Exactement, je pense qu'il faut en discuter dès le début, surtout si on change de travail, et puis de voir en termes d'horaire aussi, s'il y a une certaine flexibilité. Peut-être que l'employé va dire: «Non, mais moi, je travaille vraiment bien le matin, donc est-ce que je peux venir un peu plus tôt?» Et puis faire d'un coup une grande pause, et puis revenir. Enfin, vraiment de voir ce qui est possible. Je pense que vraiment la discussion, la communication, c'est ce qui reste le plus important pour mettre les choses au clair. Puis après, ben voilà, en termes d'organisation, il faut savoir aussi ce qui fonctionne pour nous, d'avoir été peut-être conseillé par rapport à ça pour pouvoir faire son travail dans le meilleur des contextes possibles. Tu parlais de stratégie ciblée avant. Il y a un type de stratégie qui fonctionne mieux pour les personnes avec TDAH, mais après, il y a toute l'écoute de soi et de son propre fonctionnement. Mais on sait que certaines manières d'enseigner ou d'aider des enfants, par exemple, ce ne sera pas forcément aidant pour une personne avec un TDAH. Oui, il y a des choses qui sont très compliquées pour eux parce que en termes de mémoire de travail, donc le fait aussi de retenir à court terme une information et de travailler dessus et puis de devoir la restituer, ça c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc il y a quand même besoin de beaucoup de répétitions. Puis ce qui est répétitif est rébarbatif pour tout le monde, mais encore plus pour eux.
Donc, ce qui fonctionne aussi, c'est de pouvoir faire participer la personne activement, qu'elle puisse vraiment aussi être en mouvement, de passer par aussi différents canaux d'apprentissage. Parce que non seulement, enfin, le canal verbal, c'est une chose, mais peut-être visuel, ça restera aussi mieux. De faire des doubles encodages, ça va aussi permettre de mieux apprendre, hein, si on reste en tout cas dans les apprentissages. Et de vraiment aussi favoriser le moment de l'apprentissage. À quel moment est-ce que l'enfant va avoir sa jauge de concentration la plus remplie? Peut-être éviter d'apprendre de nouvelles notions à 17h le soir, après toute une journée d'école, ça va être compliqué. Donc, ce qui est important, en fait, une fois le diagnostic fait, c'est tout ce qui est fait après et comment on peut s'informer et comment on Mhm. peut essayer de trouver... Anticiper les choses, mettre ça au meilleur moment pour la Mhm. personne, exactement. Et ça demande quand même beaucoup d'informations et puis de travail, hein, pour les personnes qui sont autour ou pour les personnes concernées. Tu parlais avant de l'ASPEDA. Est-ce qu'il y a d'autres ressources, selon toi, qui sont bien? Alors, tu parlais aussi de, bien sûr, avoir un suivi avec un psychologue ou une psychologue, ou un psychothérapeute. Euh, des fois, des neuropsychologues qui font aussi du suivi. En termes de ressources externes à des professionnels. Pour les personnes qui voudraient vraiment aller plus loin dans la compréhension du TDAH, en tout cas, il y a un MOOC qui a été réalisé par l'Université de Genève, qui est accessible à tout le monde. Mais voilà, ça va un petit peu plus loin dans la réflexion autour du TDAH, mais il est vraiment super si on veut approfondir le sujet. Je dirais plutôt, il faut faire attention à tout ce qu'on trouve sur Internet, TikTok, Instagram, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Et puis, on peut vite, justement, se faire un peu un autodiagnostic basé uniquement en fait sur la présentation des troubles, sans comprendre en fait l'étiologie qu'il y a derrière, hein. On va pas revenir sur ce qu'on a dit avant, mais voilà, sur Internet, les autotests, autoquestionnaires, c'est des dépistages, mais en fait, il faut pouvoir comprendre maintenant qu'est-ce qu'il y a dessous. Donc, je dirais plus faire attention à tout ce qu'on trouve sur Internet et puis plutôt se baser sur des ressources qui ont été soit prouvées scientifiquement ou alors qui sont proposées en termes de formation par l'ASPEDA ou par les universités. Et puis ce sera quand même, je pense, plus intéressant et plus formateur. Et est-ce que toi, peut-être, tu as des livres ou des podcasts justement que tu trouves pertinents? Alors, soit quand on se pose des questions avant ou même pour après, comment mettre en place certaines choses dans sa vie, comment vivre avec un trouble de l'attention? Il y a un autre podcast qui parle de santé mentale, c'est le podcast Dingue, où ils ont plusieurs épisodes sur le TDAH, la présentation. Le TDAH, enfin, je crois qu'ils en ont 2 ou voire 3, donc il est très sympa parce qu'il fait aussi intervenir des personnes qui ont le trouble et puis qui rapportent leur vécu. Donc ça, on peut aussi s'y retrouver. Il y a aussi un manuel, le manuel de l'hyperactivité, en tout cas coécrit par professeur Nader Perrou, qui est aussi super en termes d'explications et d'exemples qui parlent de TDAH. Ou alors, il y a toute la série de livres Mon cerveau porte des lunettes. Et puis, il y a un manuel sur le TDAH. Et pour les enfants, que je recommande très souvent, c'est le TDAH expliqué aux enfants. Je crois que c'est Ariane Hébert qui est l'auteur. Donc, il est vraiment super à lire en famille, puis ça permet d'expliquer aux enfants à travers d'une histoire ce que c'est le TDAH. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Et puis c'est toujours chouette d'avoir ces moyens un petit peu d'échanger aussi en famille ou Mhm. avec d'avoir un point commun en fait pour partir pour ouvrir la discussion sur le sujet. Oui. Mais moi, je voulais juste rajouter peut-être dans les ressources des noms qui essayent un peu justement de vulgariser ça et puis de permettre plus d'informations. Tu as nommé Nader Perrou. Il y a aussi Sébastien Henrard qui Oui. fait, mais qui est français, Qui je est crois. français, Sébastien Rare. Mais qui fait aussi beaucoup, et pour les professionnels, et des vidéos un peu plus, ou des fiches récapitulatives sur certains sujets qui sont assez intéressantes. Complètement. Et puis, si on est vraiment passionné par le sujet ou qu'on a eu un diagnostic, il a un site internet. On peut s'inscrire sur sa plateforme. Il a aussi une forme maintenant d'abonnement. Il y a énormément de ressources sur le TDAH. Puis il fait très régulièrement des vidéos. Il sort, il lit beaucoup d'articles aussi. Donc il partage la littérature scientifique actuelle. Donc là, il y a vraiment beaucoup de ressources et ça peut être très intéressant. Pareil, c'est un peu plus poussé que certains manuels plus lambda, plus accessibles. Mais en tout cas, pour les professionnels, c'est vraiment top. Et puis, si on est intéressé puis qu'on veut aller pousser un peu la chose, c'est vraiment conseillé aussi. Voilà, je pense que on a déjà pu aborder pas mal de points aujourd'hui et puis il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Ce qu'on voulait vraiment avec cet épisode, c'était reprendre les idées reçues autour du TDAH.
parce que elles peuvent avoir un impact. C'est pas anodin d'avoir autant d'idées reçues sur un trouble. Et puis on l'a dit, ça peut retarder les diagnostics, ça peut augmenter le manque d'estime de soi, etc. Et puis donc ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que le TDAH, c'est un réel dysfonctionnement du cerveau. C'est pas les gens qui font exprès, c'est pas un manque de volonté ou une paresse. On peut retenir aussi que le diagnostic, il est important, il a son rôle, mais il faut aussi qu'il soit bien utilisé et qu'on en fasse quelque chose ensuite, qu'on puisse être accompagné, entouré, renseigné, peut-être mettre en place des adaptations si c'est nécessaire. Et puis que, voilà, mieux on se comprend, mieux on comprend ce que c'est que réellement le trouble de l'attention, mieux en tant que proche et entourage, on va pouvoir accompagner ces personnes-là. L'un des points qu'on voulait aussi amener avec cet épisode, c'est que les personnes avec un TDAH, elles font déjà beaucoup d'efforts, souvent invisibles. Leurs difficultés sont souvent perçues de l'extérieur comme autre chose. Et que changer notre regard, c'est aussi changer la manière dont on peut être avec eux. C'est peut-être leur enlever une charge. Comprendre un comportement ou comprendre un fonctionnement, c'est pas excuser, mais c'est permettre d'adapter, c'est accueillir, c'est accepter la personne avec ses fonctionnements et comment elle est. Et puis, c'est permettre à chacun de fonctionner avec ses particularités plutôt que contre elle. Alors que vous soyez concerné directement, que vous soyez un proche ou simplement curieux, curieuse, on espère que cet épisode vous aura permis de voir le TDAH autrement, avec un peu plus de nuances. Et comme toujours, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et voilà, merci beaucoup en tout cas Christelle d'avoir participé à cet échange, à ce moment de partage. On te remercie aussi pour tout ce que tu fais dans ce domaine-là. Et puis on te souhaite une belle suite. Merci à vous, j'ai eu beaucoup de plaisir et puis à tout bientôt. À bientôt. Vous la dis pas.